En 1966, juste avant d'accueillir le monde entier à Montréal lors de l'Exposition universelle de 1967, le conseil exécutif de la ville, présidé à l'époque par le maire Jean Drapeau, décida entre autres d'interdire l'élevage et l'abattage de volailles sur son territoire. Le Québec d'alors, en pleine révolution tranquille, était tourné résolument vers la modernité. Depuis quelques années, les poules pondeuses urbaines sont de retour. Plusieurs villes les autorisent, avec une réglementation qui vise à assurer le bien-être de l'animal et la quiétude du voisinage. Si vous désirez vous lancer dans un élevage de poules pondeuses en ville, je vous conseille de bien documenter et planifier votre projet. Il y a une responsabilité importante associée aux soins qu'on doit leur donner, particulièrement pendant la saison d'hiver. On se procure normalement nos poules au printemps dans des couvoirs, et lorsqu'arrive l'automne, que l'eau commence à geler dans l'abreuvoir, malheureusement, des poules sont abandonnées, parfois même en forêt. Si vous pensez ne pas les garder toute l'année, il faut dès le départ planifier où elles se retrouveront à l'automne. Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, je vous invite à consulter 2 capsules sur la chaîne YouTube du fermier du quartier, intitulées « Concevoir un poulailler urbain » et « Élevage des poules en ville ». Au niveau régional, il y a aussi un groupe Facebook d'échange de trucs et de connaissances sur le sujet, intitulé « Poules et volailles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Parlant de trucs, en voici un de pêcheur qui saura régaler vos poules. Alors, comme pêcheur, il y a des poissons qu'on apprécie moins. On veut toujours attraper de la truite, de la ouananiche ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres. On attrape souvent de la huitouche. C'est un poisson qui est très abondant, donc il y a des pêcheurs qui vont le tirer dans la forêt. Alors, ça va être des charognards qui vont le manger. De mon côté, la huitouche, je la ramène à la maison. Puis, je vais nourrir en partie mes poules avec ça. En fait, ça va être un joyeux festin pour elles. Alors, ce que je fais, tout simplement, je les fais bouillir. En passant aussi, les têtes de poisson, c'est excellent. Truite, ouananiche, la même chose, je les coupe. Après avoir éventré, viscéré mes poissons, je les fais bouillir. Après ça, je les écrase, puis on donne ça aux poules. Alors, je vais écraser tout simplement le poisson comme ça. On va faire un bon petit hachis. Et ça, c'est des bonnes aussi protéines pour nos poules. On va aller leur porter ça. Elles vont vraiment apprécier ce joyeux festin. On va les exciter un peu. Voilà. Attention les petites. Et voilà. Manger. Nous sommes allés à la rencontre de Yann Segers, chargé de cours pour les programmes en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, pour discuter, entre autres, du rôle du politique afin de soutenir le mouvement de l'agriculture urbaine. Donc là, la ville de Saguenay, en 2019, elle a adopté ce qu'on appelle le plan d'agriculture urbaine. C'est un plan pour 5 ans qui nous permet en fait d'ouvrir la machine à projet. C'est un lieu pendant 5 ans où on va pouvoir expérimenter avec la ville, où là, tout d'un coup, travailler en système. Et un des éléments de ce qu'on pourrait appeler systémique, ce serait par exemple une ferme urbaine. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la ville, sur un territoire relativement grand, une friche urbaine, on pourrait éventuellement installer une serre, un grand jardin communautaire, des lieux de transformation et aussi, pourquoi pas, un petit marché fermier urbain de localité. Et là, tout d'un coup, on pourrait avoir un espace nourricier qui soit disponible dans un quartier et qui nourrit les gens du quartier et qui les implique aussi dans leur production. Ce plan d'agriculture urbaine est évidemment lié au plan d'aménagement urbain de la ville. Parce que là, je vais rentrer dans les tensions. Pour pouvoir faire un jardin, il faut dézoner. Parce que là, les villes, comme je vous dis, ont tenté de mettre l'agriculture en périphérie. Ils ont légiféré sur les pratiques agricoles. Donc, si on va avoir des poules en ville, il faut modifier, en fait, des règlements.
Parce qu'il y a des règlements qui disent qu'il y a certains animaux qu'on va appeler domestiques, les chats, les chiens, les perruches, mais les animaux de ferme, en zone agricole, on ne peut pas les avoir en ville. Et une poule est un animal qui est en zone agricole. Donc là, la ville, dans le cadre du plan d'agriculture urbaine, a donc modifié le règlement pour pouvoir permettre les poules en ville. Et ça, c'est un héritage d'une petite lutte organisée par le premier, on a appelé ça le Forum sur la transition sociale et écologique, qui a été repris après ça par d'autres, où on a décidé à la suite de ce forum-là qu'un des actes de résistance agricole, c'était d'avoir des poules illégales à la maison. Et là, on a fait ça, on a été 10-12 familles à avoir des poules à la maison. Et tranquillement, il y a eu des petits groupes qui se sont formés autour de ça et on a commencé à faire pression sur la ville pour pouvoir changer la modification. L'écoquartier que je vous parlais tout à l'heure, lui a eu une dérogation pour pouvoir le faire, ce qui a permis que ça aille plus vite. Puis tranquillement, bien, 8 ans plus tard, on a des poules légales en ville. Donc, les choses changent et le plan d'agriculture urbaine permet de pouvoir faire ça en, entre autres, modifiant ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux plan d'aménagement urbain, qui, lui, permet ou pas certains éléments. Donc là, il faut transformer le zonage, rendre légal les abeilles, rendre légal le fait d'avoir des jardins sur les toits. Ce sont toutes des choses, en fait, qu'il faut modifier. Mais ça pose un énorme enjeu. Et cet énorme enjeu-là, ça veut dire comment être capable de travailler ensemble. Parce que la ville, le MAPAC, les jardiniers, les ci, les ça, n'ont pas l'habitude de bien travailler. On a chacun nos contraintes différentes. Le temps d'une décision politique versus le temps d'un plant de tomates n'est pas du tout le même. Fait qu'il faut trouver comment s'accorder, comment avoir des visions communes sur l'agriculture urbaine et apprendre à travailler ensemble. Et ça amène à un autre point, parce qu'un employé de la ville, par exemple, qui est habitué d'entretenir des plates-bandes, de faire de l'aménagement des arbres, bien, tout d'un coup, on lui demande d'entretenir une plate-bande nourricière ou d'entretenir une ferme urbaine. Ce n'est pas les mêmes qualités, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, il faut travailler aussi avec la ville pour former des gens à la ville qui soient capables d'intervenir convenablement dans ces nouvelles formes d'agriculture diversifiée. Et c'est ça que cette espèce de vision systémique nous permet de pouvoir faire, parce que là, tout d'un coup, on est capable de mélanger cette idée-là d'avoir une agriculture régionale qui implique les villes dans une logique de sécurité alimentaire et de solidarité alimentaire, parce qu'on a bien beau produire des bons légumes biologiques, mais si ça coûte 6 piastres 2 bok choy, on ne s'en sortira pas. Comment être capable de produire des protéines végétales à bas prix, par exemple? Ça, c'est des questions. Comment est-ce qu'on est capable d'utiliser les magasins communautaires, d'alimentation communautaire, pour être capable de fournir les personnes qui sont en situation de pauvreté ou en situation de ne pas pouvoir s'acheter ces bons produits-là, que ça soit accessible? Parce qu'il est là, l'enjeu. Produire, c'est une chose, mais être capable de rendre cette nourriture-là abondante et de qualité pour tout le monde, ça, c'est une bonne question. Donc là, en rendant les choses systémiques, on se rend ça logique de travailler agriculture, solidarité sociale, sécurité alimentaire, travailler sur le lien nature-culture, remettre de la nature en ville. Parce que la nature en ville permet de faire baisser le stress, tomber l'éco-anxiété. Ça nous donne des lieux de lenteur dans la ville qui est extrêmement frénétique. Donc là, tout d'un coup, on est capable de travailler avec les enjeux psychologiques, physiologiques. On travaille sur le gaspillage alimentaire avec tout ça aussi. 40 % de notre production agricole, elle est dédiée à être jetée. Donc là, si on est capable de travailler sur ces enjeux-là, récupérer la nourriture, tout ça, bien là, il y a moyen de, tout d'un coup, rendre les choses beaucoup plus complexes, évidemment, mais de les lier et de pouvoir permettre de produire, distribuer une nourriture plus abondante dans un environnement local, circuit court et compagnie. Et je vais terminer avec ça. L'agriculture urbaine aujourd'hui, on pourrait l'imaginer comme une espèce de composante extrêmement importante de la ville dans cette idée-là du bien commun. C'est-à-dire que le bien commun, on vit dans une ville, on a des espaces communs. Comment est-ce qu'on peut penser la ville aussi pour l'ensemble des personnes dans un terme alimentaire? Comment on est capable de voir la nourriture comme étant un bien commun, plus quelque chose qui appartient ou qui est traité en bourse ou qui appartient à des magasins, mais plutôt comment est-ce qu'on peut travailler à produire différemment, à distribuer différemment pour rendre cet idéal de justice écologique et de justice sociale vraiment combiné. Et ça, cette espèce de bien commun-là, c'est ce qui est en train d'être poursuivi avec les politiques d'agriculture urbaine, en lien aussi avec la relation à la nature. Les villes, c'est des lieux où on a évacué la nature. Maintenant, on réintègre la nature en ville et elle devient nourricière en plus, dans une logique de solidarité sociale et écologique. Et je pense que l'avenir de l'agriculture urbaine va vers ça. Pour sensibiliser les jeunes à l'agriculture urbaine, de plus en plus d'établissements d'enseignement développent différents projets comme des potagers, des espaces nourriciers et des toitures vertes. Même les tout-petits dans les CPE
peuvent se mettre les mains dans la terre pour cultiver fines herbes et légumes qui se retrouvent le midi dans leurs assiettes. Pour découvrir l'un de ces projets, nous avons rencontré Manon Lapierre, technicienne en travail social au Cégep de Chicoutimi et responsable de comité pour le programme de verdissement du Cégep. Avec le comité environnemental, il y a quelques années, on faisait participer les étudiants à un colloque qui sont axés sur l'environnement. Alors, il y a quelques années, les étudiants du comité envers sont allés à Environnement Jeunesse et en échangeant avec d'autres étudiants de leur réalité dans leurs établissements, ont eu envie de démarrer un projet qui s'appelait les Jardins de fenêtres. Alors, on avait trouvé l'idée intéressante. On leur a permis de faire un petit essai, là, un petit démo, dans une des ailes du collège, en accrochant des plantes comestibles dans les vitrines du cégep pour voir si ça allait être viable, si on est capable de les entretenir durant l'été, dans l'année aussi. Ce projet-là a porté fruit, a eu un effet bénéfique au niveau du moral des jeunes dans le cégep, ou même au niveau du personnel du collège. Donc, on a décidé d'aller plus loin. Donc, au bout d'une année ou 2 années d'expérience avec nos jardins de fenêtres, on a ajouté des jardins de fenêtres dans 3 ailes du cégep. Et il y a 2 ans, on a ajouté aussi un potager urbain, un potager communautaire. On a mis la main à la pâte. On avait vraiment une vision d'avoir une culture biologique, que toutes les plantes qu'on allait mettre en place dans l'ensemble du collège, autant à l'intérieur du collège qu'à l'extérieur du collège, soient comestibles et biologiques. Donc, tous les jardins de fenêtres, on a ajouté des potagers à l'intérieur du collège aussi, et au centre sportif sont comestibles. On a une vision de nourrir des gens aussi parce qu'avec des sondages dans les dernières années au niveau de la population étudiante, on s'est rendu compte qu'il y a un grand niveau d'incertitude alimentaire, d'insécurité alimentaire chez les jeunes. Donc, on a des enjeux de nourrir des gens avec les cultures qu'on va produire. Idéalement, de créer des cuisines collectives avec les récoltes qu'on va faire à l'automne. Donc, ça nous permet de donner aussi une première expérience de travail ou bénévolat, de développer des compétences au niveau du travail chez les jeunes étudiants qui n'ont jamais travaillé aussi. Ça nous permet d'avoir une activité supplémentaire à faire pour les étudiants qui s'impliquent durant la période estivale. Durant la période estivale, bien, comme on n'a pas la pédagogie qui nous permet d'entretenir les jardins, on a quand même 2 résidences sur le campus. Donc, on a une proximité des gens qui nous permet d'avoir encore de la main-d'œuvre qui vient voir à ça et de les sortir de leur chambre pour faire autre chose, donc dans un endroit central qui est la cour intérieure du collège. Puis le sentiment d'appartenance, il est vraiment important. Là. On le sent que quand on met des responsables d'ailes, parce que dans chaque couloir, on a des vitrines avec des jardins de fenêtres, on met des responsables au début d'année, bien, la personne qui le fait, elle est fière de se faire dire bien, tes plantes sont belles, tes plantes qui ont réussi. Tu sais. C'est vraiment un sentiment de faire partie de ton établissement, de pouvoir s'impliquer dans ce mouvement-là. Pour approfondir l'agriculture en ville, on peut aussi se lancer dans un projet de production dans une petite serre domestique qui vous permettra, entre autres, de devancer et d'allonger votre saison de culture. Avant de construire sa serre, il est important de vérifier la réglementation de votre municipalité à cet effet. Je vous invite aussi à consulter les 2 capsules de la chaîne YouTube du fermier du quartier, intitulées « Conception d'une serre domestique » et « Cultiver en serre ». Un des principes importants à retenir dans la conception de votre serre est d'assurer une bonne ventilation pour, entre autres, diminuer le risque de développer des maladies et de favoriser des parasites. Voici comment je ventile ma serre. On est au début juin, première canicule. Alors, la serre, c'est important d'assurer une ventilation parce que s'il fait trop chaud dans la serre, bien, ça peut brûler les plants tout simplement. Alors, naturellement, la chose à faire, c'est vraiment d'ouvrir nos fenêtres au maximum. Par contre, moi, j'ai aussi des panneaux dans le bas ici que j'ai récupérés quand les entrepreneurs ont fait ici la rénovation de ma maison. J'ai des panneaux ici que j'ai récupérés. En fait, je vais les enlever pour l'été. Pour assurer encore plus une meilleure ventilation dans la serre. Donc, j'ai un grillage de poules ici qui permet aux pollinisateurs de rentrer et j'ai un isolant pour l'automne et le printemps, garder le plus de chaleur possible. C'est une serre froide qui est non chauffée. Alors, ce qu'on va faire, je vais pousser un peu l'isolant ici. On va l'enlever.
Et voilà, je vais aller à l'intérieur pour enlever l'isolant. Et là, on a une meilleure ventilation là, de la serre. Suivez-moi. Alors, voici le panneau de styrofoam. Voyez-vous, là, les haricots commencent à avoir chaud. Fait que ça va assurer une meilleure ventilation là, dans le bas de la serre. Fait que j'ai quatre panneaux comme ça à enlever sur la serre. Et on voit déjà là, il y a un peu plus de vent là, dans la serre. Alors, pour assurer encore là une meilleure ventilation, j'ai des panneaux en haut, des ouvertures qui vont permettre là, vraiment d'aérer la partie supérieure de la serre. Donc, on les enlève aux premières chaleurs, aux premières canicules. Outre les jardins communautaires, il est aussi possible de s'impliquer dans des vergers collectifs. À Alma, on en retrouve exceptionnellement 3. Nous sommes allés à la rencontre de Benoît Poiraudot, technicien agricole, initiateur et coordonnateur de ces vergers, ainsi que membre actif d'Alma en transition. L'entrevue a été réalisée dans le verger Dollard, le premier de ces vergers qui a été créé en 2015. Ici, nous sommes au verger Dollard. C'est un verger Dollard que j'ai participé à la création, puis je suis un peu à la coordination de ce verger-là depuis 2015. Donc, vous voyez déjà, on dit souvent que les vergers, les arbres, c'est long à pousser. Là. Mais là, comme on le voit, après 6 ans, on a déjà quand même quelque chose, comme on dit, qui a de l'allure. Là. C'est sûr qu'on n'est pas dans le plein potentiel fruitier encore, mais ça s'en vient bien. Mais surtout, c'est que, ça c'est souvent on dit, c'est long à faire des fruits. Un arbre à noix, mettons, ça prend 15 ans. Mais avant d'avoir des noix au bout de 15 ans, il faut regarder tout le processus de l'arbre. C'est beau à voir, c'est comme un enfant. T'sais. Avant d'en faire un adulte, c'est long. Mais toute la jeunesse d'un enfant, c'est extraordinaire. Il faut voir les végétaux pareils, il faut les voir pousser. Puis moi, je trouve que pour un verger de 6 ans, moi, je suis content. On mange un peu de fruits, puis on sait que ça s'en vient tranquillement, pas vite. Là. Puis ici, on peut avoir du pommier, du poirier, du prunier, du gadelier, du rouge, du blanc, du cassis. On a même du kiwi. Les gens ne connaissent pas le kiwi, mais il y a un petit kiwi grimpant qui résiste à moins 40 degrés, donc il pousse ici. On a de la vigne, on a du framboisier. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas, là. À part tout ce qui est pêché, mettons, là, que ça prend un climat beaucoup plus doux quand même. L'idée, c'est de montrer aux gens, regardez, là, vous avez des fruits à l'épicerie, mais il y en a d'autres qui peuvent pousser ici. Puis, même si initialement, l'idée, c'était je veux avoir des fruits pour moi, mais maintenant, moi, je vois plus comme une vitrine. Une vitrine, regardez tout ce qui peut pousser ici, puis si ça vous tente, vous allez pouvoir faire pousser ça chez vous. Puis en attendant, cueillez des fruits, puis aidez-nous à entretenir. Parce que c'est sûr que ce n'est pas un petit verger comme ça qui va nourrir 30 000 personnes à Alma. Là, on est rendu à 3 vergers, là, mais tu sais, c'est quand même anecdotique. Mais si ça peut montrer aux gens que les fruits qui poussent ici, ça peut inviter les enfants à venir ici manger des fruits. Tu sais, c'est l'éducation, là. Puis aussi dans une optique de plus de transition, à un moment donné, il faut conserver nos variétés. Comme ici, il y a des variétés qu'on ne trouvera pas ailleurs, parce que c'est des variétés qui sont régionales. Donc, c'est un peu un petit conservatoire que là, les gens vont pouvoir venir un jour, des gens ou des professionnels, prélever des boutures, prélever des greffons pour faire du greffage.
Parce que, tu sais, là, pour l'instant, les changements climatiques, là, tu sais, c'est encore un peu exotique, là, pour beaucoup de personnes, en tout cas. Puis l'incidence, on la connaît pas encore, là. Mais tantôt, là, on ne sera plus être dans le sud qui va être un amusement, là. Il va falloir s'amuser chez nous, là. Donc, le jardinage, cultiver un verger, bien, ça fait partie des occupations, des saines habitudes de vie, et qui sont en plus sont gratuites, sont chez nous. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi du verger. Pour ceux qui ont le goût d'avoir des poiriers, des pruniers, des pommiers chez eux, ou faire la même chose qu'ici, un nouveau collectif, là, la première des choses, là, comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est ce qui est important, là, c'est dans quoi va pousser votre arbre. Là. Votre sol, est-tu bien préparé, est-tu assez riche, est-tu trop acide? Donc, tu sais, une petite analyse de sol, là, ça fait pas de mal, entre guillemets. Ça coûte une vingtaine de dollars, ça, c'est quand même intéressant. Puis une fois que votre sol est prêt, il faut tout le temps réfléchir là, sur l'orientation. Est-ce que votre arbre va être au soleil? Est-ce qu'il y aura trop de vent l'hiver? Est-ce que la gratte va passer trop proche, puis va projeter la neige sur les branches, puis ça va les briser? Est-ce que votre arbre va avoir de la place pour pousser? Puis une fois que vous avez tout fait ça, là, ce qui est important, c'est d'où vient votre arbre. Parce que si vous prenez... c'est un peu comme les humains, là. Si vous prenez quelqu'un qui vit dans le sud, en Afrique, puis vous l'amenez directement au lac Saint-Jean, là, ça se peut qu'il gèle. Là, mais un arbre, c'est pareil. Là. Si votre semence, là, puis je parle vraiment de la semence qu'a fait l'arbre, ou vient du sud du Québec ou d'Ontario ou je ne sais où, puis on l'amène au lac Saint-Jean, ça se peut qu'elle ne soit pas habituée puis qu'elle ne soit pas rustique. Donc, autant que possible, là, allez vous procurer des essences qui sont dans des pépinières locales. Puis assurez-vous que ces pépinières locales, le plus possible, là, c'est eux-mêmes qui font leur greffe. Quand c'est eux-mêmes qui font leur greffe, quand c'est eux-mêmes qui font leur bouture, quand les graines qu'ils utilisent viennent de chez eux, bien, c'est sûr qu'on garantit une certaine rusticité. C'est sûr que pour certaines choses, on ne peut pas. T'sais. Mais quand c'est possible, là, faites-le. Là, acheter en grande surface à pas cher, là, moi, je le déconseille. On ne sait jamais d'où ça vient. Puis même si c'est, mettons, une variété qui est greffée, là, donc dans ce cas, ce n'est pas des graines, bien, quand on sait qu'il a greffé, que c'est bien greffé, quand on est capable de dire c'est quoi le porte-greffe. Parce qu'on peut avoir une pomme, une variété comme mettons bâton rouge, j'ai un exemple ici qu'on peut avoir. Si le porte-greffe, c'est un seminat ou un nain ou un grand déploiement, là, ça ne donnera pas le même résultat. Là. Si vous voulez avoir un arbre très gros, il faut un porte-greffe qui corresponde à ça. Si vous voulez un arbre qui ne prenne pas de place, il faut un porte-greffe nain. Si vous êtes prêt à ce qu'il vive juste 15 ans versus 50 ans, ce n'est pas le même porte-greffe. Puis si vous allez chez un pépiniériste et qu'il n'est pas capable de vous dire c'est quoi le porte-greffe, moi, je trouve ça tannant. C'est comme si j'allais chez un concessionnaire puis tu n'es pas capable de me dire c'est quoi le moteur du véhicule. Ben là, je veux dire, c'est comme la base. Là. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Puis aussi, on parle tant d'encourager local, d'encourager nos artisans. Bien, un pépiniériste, c'est un artisan. C'est de l'art, l'agriculture. C'est de l'art de faire des boutures, de faire des greffes. Puis c'est un savoir qui se perd. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à oser l'agriculture urbaine. Je vous dis au bêche citadin et on termine l'émission avec Christine Payette, animatrice dans l'équipe d'animation des bibliothèques de Saguenay, pour la chronique lecture afin d'approfondir vos connaissances. Donc, le premier volume que je vous présente, Des poules dans ma cour, de l'auteur Louise Arbour. Puis, dans ce livre-là, vous avez une documentation complète. Là, vous avez juste à regarder la table des matières pour voir qu'on couvre de A à Z tous les moyens pour avoir des poules dans sa cour, puis d'avoir des beaux œufs frais à tous les matins. C'est vraiment le livre pour partir puis être bien outillé, puis d'avoir une belle relation avec ces poules en arrière de votre cour. Alors, voici pour le premier volume que je vous suggère. Le deuxième, alors, Un poulailler naturel d'Hervé Ricard, c'est édité chez Rustica. Il va nous parler vraiment de l'arrivée de la poule jusqu'à, je vous dirais, la fin ultime, parce que
Quand la poule, elle ne fournit plus d'œufs, bien, ils vont vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc, Un poulailler naturel, un livre que je vous suggère pour avoir encore plus de facilité pour élever vos poules dans votre cour arrière.